La place Marquis de Pombal, inaugurée en 1934, se situe entre l'avenue de la Liberté et le parc Édouard VII. C'est ce personnage qui est au centre, sur une statue. Ce fut un brillant homme politique qui gouverna le pays à la fin du XVIIIe siècle. Il fut en particulier l'artisan du renouveau de la ville après le tremblement de terre destructeur de 1755. C'est là qu'ont lieu les grands événements du pays, comme la proclamation de la République en 1910, mais aussi les festivités lorsque le Benfica ou l'équipe nationale de football gagne. Le plus grand parc du centre-ville doit son nom au roi Édouard VII d'Angleterre, qui vint à Lisbonne en 1902 pour réaffirmer l'alliance anglo-portugaise. Le vaste domaine de 25 hectares est aménagé au début du XXe siècle en prolongement de l'avenue de la Liberté. Depuis la place Marquis de Pombal, des parterres très soigneux montent jusqu'à un belvédère entouré de jardins avec un charmant café au bord de l'eau. Après le séisme de 1755, le marquès de Pombal créa le Passeio Público, promenade publique, là où se trouve aujourd'hui le bas de l'avenue de la Liberté et la place dos Restadores. Contrairement à ce qu'indiquait son nom, le Passeio Público n'était accessible qu'à la haute société lisboète. Des murs et des portes en interdisaient l'accès aux classes laborieuses. L'Avenida et la place ne devinrent accessibles à tous qu'en 1821 lorsque les libéraux arrivèrent au pouvoir. L'avenue actuelle a été construite entre 1879 et 1882 dans le style des Champs-Élysées. La large avenue bordée d'arbres se mit à accueillir spectacles et manifestations. Restauradores, cette place dominée par un obélisque érigé en 1886 commémore la libération du joug espagnol de 1640. Les statues en bronze sur le piédestal représentent la victoire et la liberté. Les noms et les dates inscrits sur l'obélisque sont ceux des batailles de la guerre de restauration de l'indépendance. C'est de cette même place que part le funiculaire Gloria, actuellement en restauration. Les styles architecturaux y sont très diversifiés, allant du baroque pour le palais Fosse à l'art déco de l'édifice Eden, en passant par le style pombalin sur le côté est de cette place au trafic automobile incessant. La place Dom Pedro IV est aussi appelée Rocio. Cette vaste place est, depuis plus de 6 siècles, le centre névralgique de Lisbonne. Elle a accueilli des courses de taureaux, des fêtes, des défilés militaires. Aujourd'hui, hormis quelques rassemblements politiques, il ne s'y passe plus grand-chose. L'une des haltes obligatoires en passant par la Rua do Ouro est l'Elevador de Santa Justa, aussi appelé Elevador do Carmo. Il s'agit d'une tour de structure métallique de style néogothique construite en 1902 par Raoul Meignet de Ponsard, un ingénieur portugais qui fut disciple de Gustave Eiffel. La Baixa est le quartier le plus animé de la ville. Reconstruit après le séisme de 1755, le quartier fut l'un des premiers exemples d'urbanisme en Europe. Aujourd'hui, il est composé de bureaux et de commerces. Dans l'extrémité sud de la Baixa, face aux eaux du Tage, le tracé urbain conçu par le marquis de Pombal culmina dans la Praça do Comércio, au centre de laquelle se dresse la statue équestre en bronze du roi Dom José Ier, le monarque qui régnait lors du tremblement de terre et qui encouragea la reconstruction de Lisbonne. Machado de Castro, le meilleur sculpteur portugais du XVIIIe siècle, fut l'auteur de cette œuvre. Cette place est connue populairement sous le nom de Ferreiro do Pacho, étant donné qu'autrefois elle abritait le palais royal détruit par le séisme. Il en reste encore les perrons en marbre, appelés Caís das Colunas,
conduisant encore aujourd'hui du fleuve jusqu'à la place. Autre sculpture tout à fait remarquable, l'Arc de Triomphe qui communique avec les édifices abritant les bureaux gouvernementaux et qui donne accès du côté nord à la Rua Augusta. L'arc est orné de statues de personnalités historiques telles que le marquis de Pombal, Vasco de Gama et Nino Álvarez Ferreira. Prenons le temps d'emprunter la ligne de tram touristique numéro 28 qui visite les quartiers de Graça, l'Alfama, la Baixa et l'Estrella. Nous visitons aujourd'hui le quartier de l'Alfama avec le tram. On a du mal à croire que ce quartier modeste ait été autrefois la partie la plus prisée de la ville. À l'époque mort, la cité se limitait aux ruelles à l'intérieur de l'enceinte fortifiée dominée par le château. Le déclin débuta au Moyen Âge lorsque les résidents fortunés, redoutant les séismes, partirent plus à l'ouest, abandonnant le quartier aux pêcheurs et aux indigents. Les bâtiments ont survécu au tremblement de terre de 1755. Et bien qu'il n'existe plus d'édifices morts, le quartier a conservé sa disposition, rappelant une casbah. Les maisons compactes bordent les rues et les escaliers escarpés où du linge flotte aux fenêtres. Aujourd'hui, tout a changé. L'Alfama est devenu un quartier jeune et tendance, mais avec les mêmes charmes qu'autrefois. C'est le quartier des bars et du fado. Ces ruelles étroites et tortueuses interdisent l'accès aux trams modernes, obligeant à continuer le service avec des convois courts. Le Miraduro de Santa Lucia dégage une superbe vue sur les immeubles en contrebas et le Tage. Le Bairro Alto, autrement dit quartier haut, est un quartier fascinant, aux rues pavées, aux façades écaillées et aux petites épiceries vendant des fruits et du vin. Autrefois voué à la prostitution et aux salles de jeu, le Bairro Alto est devenu une zone résidentielle agréable. Il est depuis les années 1980 renommé pour ses bars et ses spectacles de fado. Très différent, le Chiado, avec ses magasins élégants et ses cafés au charme désuet, s'étend de la Praça Luís de Canoes à la Rua do Carmo et la Baixa. D'importants travaux de rénovation ont été entrepris depuis 1988 où un incendie a ravagé quantité de bâtiments. Le palais São Bento, construit en style néoclassique comme couvent bénédictin au XVIe siècle,
est aujourd'hui le siège du gouvernement portugais. Fort de notre expérience de la veille avec la visite en tram, nous revenons dans ce quartier de l'Alfama, le plus vieux quartier de Lisbonne. C'est un labyrinthe de ruelles étroites, aux maisons bancales, blanchies à la chaux. Cet urbanisme médiéval ou l'absence d'urbanisme fait tout le charme de ce quartier. Nous nous y perdrons peut-être, mais les impressions sonores et visuelles que nous recueillerons valent bien ce petit désagrément. Certaines ruelles sont si pentues qu'on les gravit comme des escaliers, d'autres si étroites qu'il faut y cheminer à la file indienne. La construction de la cathédrale de Lisbonne, ou C, fut ordonnée à l'emplacement de l'ancienne mosquée arabe par le roi Alphonse Ier du Portugal en 1150, soit 3 ans exactement après la reconquête de la ville sur les Maures. La façade de l'édifice, qui fut modifiée par la suite à différentes reprises après avoir été endommagée par plusieurs tremblements de terre, conserve son aspect roman original avec une large rosace et 2 tours jumelées, crénelées, qui évoquent son ancien rôle de forteresse. L'un des azuleros le plus connu est celui du belvédère de Santa Lucia, contre la façade d'une maison représentant la ville de Lisbonne au XVIIIe siècle. Le Miradouro de Santa Lucia, cette petite place ombragée et fleurie, est devenue un mirador, on dirait plutôt en français un belvédère, avec de magnifiques vues sur les toits de l'Alfama, parmi lesquelles ressortent les 2 tours blanches de São Miguel et le clocher de Santo Estevão, ainsi que des vues sur le port et le Tage. Au retour de la visite, voici encore quelques vues typiques du quartier de l'Alfama.
São Vicente fut proclamé saint patron de Lisbonne en 1173, lorsque ses reliques furent transportées depuis l'Algarve jusqu'à un monastère qui se dressait autrefois à l'endroit où se trouve actuellement l'église de São Vicente de Fora, c'est-à-dire en dehors, Fora, des murailles de la ville. L'église, l'un des monuments religieux les plus remarquables de Lisbonne, fut conçue par l'architecte italien Filippo Terzi, qui réalisa le projet à la demande du roi Philippe II. Les travaux furent dirigés par les architectes Pedro Nunes di Nuco et Leonardo Turiano entre 1582 et 1627. Bien des façades ont retrouvé leur lustre d'antan. Les petits artisans occupent les lieux. Ici et là, des échafaudages. En tant que base militaire, le Castello São Jorge existe depuis l'invasion romaine en -139. Les morts vont l'occuper jusqu'en 1147, date de leur capitulation. Il devint château médiéval dès la deuxième moitié du XIIIe siècle. Actuellement, il est composé d'un mur d'enceinte avec 12 portes et 18 tours. C'est un point de ralliement important pour les touristes qui ont une vue extraordinaire sur la ville, le Tage et le pont du 25 avril. Situé à l'endroit où se dressait l'oppidum, origine de la ville et fortifiée par la suite par les Romains, les Visigoths et les musulmans, le château fut restauré en 1938 et présente l'aspect d'une citadelle médiévale entourée de murailles crénelées. Une autre vue panoramique, celle de l'Elevador de Santa Giusta. 360 degrés sur le Castello, les grandes places historiques, le Tage et son pont du 25 avril. Retour dans le Chiado, déjà habité par les riches romains dans leurs villas. Au Moyen Âge, c'est une zone agricole. Au XIVe siècle, le quartier est pourvu de murailles, ce qui contribue à son agrandissement. Deux sinistres ont endeuillé son histoire, le tremblement de terre de 1755, mais aussi l'incendie de 1988 qui détruisit 18 édifices. Les explications concernant le mot Chiado, utilisé depuis 1567, sont nombreuses. Il pourrait venir du grincement des roues des charrettes ou du surnom donné au poète du XVIe siècle, Antonio Ribeira o Chiado. Cet ancien bastion des intellectuels compte diverses statues d'écrivains, celle du poète Fernando Pessoa, installée à une table devant le café à Brasileira. Cet établissement fondé dans les années 20 était le rendez-vous des intellectuels. Le nom de Chiado est souvent utilisé pour désigner uniquement la rue Garrett, commerçante, qui doit son nom à l'écrivain João Almeida Garrett. Cette rue élégante qui descend du Largo Chiado vers la Baixa est connue pour ses cafés et ses librairies. Le funiculaire de Bica, classé monument historique du Portugal, a été conçu puis mis en service par Raoul Meignet du Ponsard
en 1892 et reconstruit en 1927. Sur une pente à 12% et 245 mètres le long de la Rua da Bica de Duarte Bello, il relie la rue Sao Paulo à la rue do Loreto. 2 voitures le parcourent et se croisent au milieu. Le long du trajet, des immeubles d'habitation du XVIIIe siècle. La rue laisse un accès aux piétons sur le trottoir en escalier et de façon partielle aux véhicules automobiles lorsque le funiculaire est à l'arrêt. D'abord alimenté par le ballast d'eau et un réservoir dans le tramway, ce système a été abandonné à cause du manque d'eau et remplacé d'abord par une machine à vapeur, puis un entraînement électrique. Après électrification en 1916, lors de tests, une voiture se détacha et alla s'écraser dans la station intermédiaire. Le funiculaire resta à l'arrêt jusqu'en 1923, où le conseil municipal réclama sa remise en fonction. Le site de l'Expo 98 est devenu l'un des principaux points d'intérêt de Lisbonne, avec son architecture contemporaine étonnante. Ses attractions destinées à toute la famille, le Parc des Nations a donné un second souffle aux quais orientaux, zone industrielle désaffectée jusqu'en 1990. De loin, les formes géométriques chapeautent l'Oriente Station, création de Santiago Calatrava, annonçant le ton architectural. L'imposant pavillon du Portugal, dû à l'architecte portugais Álvaro Siza Vieira, est doté d'un toit en béton armé qui semble planer presque miraculeusement au-dessus de l'esplanade. Le pont Vasco de Gama, qui enjambe le Tage entre Montijo et Sacavém, mesure 13 km de long au-dessus de l'eau et presque 16 km d'extension totale. Inauguré en 1998, il dépasse aisément les mesures, mais pas la beauté du pont du 25 avril qui l'a soulagé de ses habituels embouteillages. C'est en téléphérique que nous découvrons le site. Pièce maîtresse de l'Expo 98, l'Océanarium du Parc des Nations n'est pas sans rappeler un porte-avions. Œuvre de l'architecte américain Peter Schaefmayer, le bâtiment qui se dresse à l'extrémité d'une jetée est entouré d'eau. Le deuxième plus grand aquarium au monde abrite une étonnante diversité d'espèces animales avec des poissons et autres créatures aquatiques, mais aussi des oiseaux et des mammifères. Quatre espaces distincts recréent les habitats des océans Atlantique, Pacifique, Indien et Antarctique avec leur faune et leur flore respectives. Toutefois, pour la plupart des visiteurs, l'attraction principale réside dans le gigantesque réservoir central qui habite une étonnante diversité de poissons de toute taille. Des requins marteaux cohabitent pacifiquement avec des brèmes, des barracudas et des raies. Le but de cette expo est de faire prendre conscience des défis qui nous attendent au cours de ce XXIe siècle. Montée du niveau des océans, pollution, raréfaction des espèces, surpêche.
Espérons qu'à part l'effet documentaire, cette expo et ses merveilles sensibilisera le visiteur au fait qu'en continuant ainsi, l'homme peut tout détruire dans son irresponsabilité. Accordons-nous quelques minutes avec la mascotte des lieux pour nous en mettre plein les mirettes.
Merci pour la visite, j'espère que ça vous a plu. Installé à l'embouchure du Tage, là où les caravelles partaient pour les découvertes, Belém est inextricablement lié à l'âge d'or du Portugal. Lorsque Manuel Ier arriva au pouvoir en 1495, il récolta les fruits de l'incroyable ère d'expansion, bâtissant des monuments et des églises grandioses qui reflétaient l'état d'esprit prévalant alors. Deux des plus beaux exemples d'architecture manueline, exubérante et exotique, sont le monastère de Jerónimos et la tour de Belém. Manuel Ier fit bâtir cette forteresse au milieu du Tage entre 1515 et 1521. Ce joyau de l'architecture manueline était le point de départ des navigateurs et il devint le symbole de l'ère d'expansion du Portugal. Sa véritable beauté réside dans ses décorations extérieures. Ornées de cordages en pierre sculptée, la tour présente des balcons à claire-voie, des échauguettes de style mauresque et des créneaux originaux en forme d'écusson. L'intérieur gothique, sous la terrasse, est très austère. Il servit d'arsenal et de prison. En revanche, les quartiers privés de la tour méritent une visite. La loggia est superbe et le panorama magnifique. Le monument des découvertes au bord du Tage. Ce monument massif et anguleux a été achevé en 1960 par Salazar pour le 500e anniversaire de la mort de Henri le Navigateur. Ce monument rend hommage aux navigateurs, aux rois et à tous les artisans des découvertes. En forme de caravelle, il est orné sur les côtés des armoiries du Portugal. L'épée de la maison s'élève au-dessus de l'entrée. Henri le Navigateur se tient à la proue, une caravelle dans sa main. Le monastère de Jerónimos. Monument glorifiant la richesse de l'âge des découvertes, le monastère est le fleuron de l'architecture manueline. Commandé par Manuel Ier vers 1501, peu de temps après le retour de Vasco de Gama de son voyage historique, il fut largement financé par l'argent du poivre, taxe prélevée sur le commerce des épices et des matières précieuses. Parmi les grands bâtisseurs de l'édifice, le plus célèbre est sans doute Diogo Boitac, remplacé en 1516 par João de Castilho. Le monastère fut confié à l'ordre de Saint-Jérôme jusqu'à l'interdiction de tous les ordres religieux en 1834. La longue façade sud est relativement simple, mais le portail sculpté évoque la mer et les découvertes lointaines par une débauche de détails et de motifs exotiques. Si l'édifice échappa au tremblement de terre de 1755, il fut cependant endommagé par les troupes anglaises de Wellington qui y furent cantonnées lorsqu'elles vinrent combattre les troupes napoléoniennes au début du XIXe siècle. En 1834, après l'expulsion des ordres religieux des Hiéronymites, l'église Sainte-Marie devint une église paroissiale. Le cloître João de Castilho acheva cette création de type manuelin en 1544. Des nervures délicates et des ornements finement sculptés décorent les arcs et les balustrades. La salle capitulaire abrite le tombeau d'Herculano, historien et premier maire de Belém.
Nous sommes maintenant dans le réfectoire. Les murs sont tapissés d'azuleros du XVIIIe siècle. Le panneau de l'extrémité nord représente le repas des 5000. Le marché de Caïs do Sodre, marché local, n'a rien de l'ampleur des marchés asiatiques. On y vend simplement les légumes, les fruits, la viande, le poisson et les fleurs. Les touristes y sont rares. En attendant, on discute avec le client. Les azuleros sont partout, étincelants de couleurs, qui font concurrence à celles des fleurs de saison. On fait du crochet. Nous terminerons cette escapade de 5 jours par un passage à la Rua Augusta, un jour férié, le 25 avril, fête de la Révolution des œillets et de la destitution de Salazar. Les vendeurs de gravures et photos sont présents.